commencer ce téléfoot, n'ayons pas peur d'être un peu chauvin. Voici l'un des plus beaux buts de la semaine, marqué par Michel Platini contre Gdansk en Coupe d'Europe. Après le plus beau but, le plus bel arrêt, enfin l'un des plus beaux, réussi lors du match Innsbruck-Cologne. Bonjour et éventuellement bon appétit si vous êtes déjà passé à table. Beaucoup de buts, beaucoup d'images pour ce téléfoot. Un téléfoot qui va nous conduire d'abord sur les différents matchs, différents terrains des championnats de France qui s'est déroulé hier soir. Ensuite, nous verrons des matchs de deuxième division, puis bien entendu des matchs de Coupe d'Europe qui se sont déroulés cette semaine, mercredi. Tout d'abord, nous commencerons par le match sommet qui opposait Monaco à Auxerre, le premier contre le deuxième. Ensuite, nous irons à Toulouse pour voir le match Toulouse-Bordeaux et ensuite avec Frédéric Jaillant à Laval pour assister au match qui se déroulait hier soir. Mais tout d'abord, Didier Roustan, le match au sommet, une victoire surprenante d'Auxerre, non ? Oui, surprenante. On croyait que Monaco allait finalement l'emporter. C'est vrai que Monaco a fait l'essentiel du jeu dans cette partie, c'est créer un maximum d'occasions. Néanmoins, eh bien, Auxerre a su s'organiser, a su laisser passer l'orage également. Et ce n'est pas un hold-up, disons que c'est un petit braquage tout simplement. Et les joueurs d'Auxerre ont également eu le mérite de jouer le jeu chaque fois, de jouer dans l'esprit, c'est-à-dire que même lorsqu'ils étaient acculés sur leur but, eh bien, ils n'ont pas lancé les ballons dans les tribunes, ils n'ont pas vraiment trop cassé les rythmes. Dès qu'ils avaient une possibilité d'attaquer, eh bien, ils l'ont fait, alors que là vous voyez le premier tir de cette partie signé Daniel Bravo alors que l'on joue depuis seulement 3 minutes. Le deuxième, 4 minutes plus tard, c'est un coup franc de Bruno Bellone et déjà on remarque que Joël Batz est très inspiré ce soir au stade de Louis II. Sur le corner qui suit, encore une action dangereuse, voilà, signé Daniel Bravo. Un petit cafouillage et finalement une reprise d'Yvan Leroux qui monte, vous savez, toujours sur les corners. Mais le ballon passe nettement au-dessus. Encore un corner, encore une tête d'Yvan Leroux et Batz, très très bon réflexe. Bijota finalement qui rate sa reprise alors que vous voyez Bruno Bellone qui était à l'origine de l'action. C'est lui qui tire les coups de pied arrêtés, comme ici par exemple, dégagement de Zarmak et tir de Bijota détourné alors que Batz lui était encore sur la trajectoire, il n'était pas battu sur cette action, il a réalisé une très très grande partie hier soir, Joël Batz, et a justifié le choix d'Hidalgo. Le corner le voici, joué à deux avec Amoros et Bellone, et là une tête de Leroux, et oui comme tous les grands gardiens de but, eh bien il faut parfois de la chance, et là Batz était bel et bien battu. Mais c'est la transversale et évidemment si Monaco avait ouvert la marque à cet instant de la partie, cela aurait changé bien des choses, mais enfin la transversale est là pour ça. Petit à petit, je vous l'ai dit, Auxerre s'organise au milieu de terrain, joue très très bien au ballon avec des joueurs comme Ferreri, Lantier. On retrouve Ferreri, toujours ses petits crochets courts dans la surface, on ne sait pas trop quoi faire et finalement Ettori s'en tire très très bien. Nous n'étions pas loin du premier but d'Auxerre, cela s'est passé juste avant la mi-temps, donc une mi-temps sifflée sur le score de 0-0 malgré, vous l'avez sans doute constaté, une très nette domination monégasque. Ça repart encore très très vite. Gingini, Boli qui a été remarquable hier soir devant Krause qui sauve sur la ligne, mais le juge de touche au départ de cette action avait levé son drapeau et monsieur Quignou, arbitre de la Ligue de Paris, l'avait très bien vu également. Il a été bon hier soir, tout comme les 22 acteurs de cette rencontre, car on ne s'est pas ennuyé ici. Un bon départ d'Amoros, Krause qui est contré, encore Amoros du bout du pied, finalement Locoli qui dégage, ça chauffe devant les buts d'Auxerre, mais toujours pas de but. On commence à se poser des questions dans les tribunes, mais également sur le terrain, côté monégasque, bien entendu, alors que de l'autre côté, on prend toujours de plus en plus confiance. Ici, une belle ouverture de Bijota pour Puel qui réussit à centrer, reprise de Bellone du droit et encore Batz qui se détend très très bien. Coup franc de Bellone, cette fois c'est une reprise de la tête toujours d'Yvan Leroux, mais on se dit que ça ne rentrera pas. Et Auxerre montre le bout du nez, tout d'abord sur cette action de Ferreri, Ettori était bien sorti. Premier avertissement sans frais. Mais cet avertissement, on n'en a pas tenu compte dans la défense monégasque. Et finalement, à la suite de ce départ de Ferreri, c'est l'unique but de la rencontre, marqué par Garand, un très très joli but qui mérite vraiment un ralenti. L'action était superbe. Tout d'abord le centre de Ferreri qui aurait pu tenter peut-être un crochet ou partir. Sur cette action, il a bien vu Garand qui a remarquablement anticipé et qui est arrivé un dixième de seconde plus tôt que Puel. Cela fait la différence. Alors qu'Ettori ne bouge pas, il est largement battu. Il lève les bras, peut-être il se dit ça sort, enfin de toute manière, il était assez loin sur cette action, il ne pouvait absolument rien, toujours Auxerre, devant des joueurs monégasques qui se posent des questions, qui ont perdu toute leur sérénité.
Zarmak, et là vous allez voir c'est très très fin de la part de l'Anthier qui tente un petit lob et une très belle détente d'Ettori. Il s'en prend un petit peu à sa défense qui est débordée de tous les côtés maintenant. Quelques actions monégasques tout de même alors qu'on n'y croit plus vraiment. Mais pour la forme on attaque. Les joueurs d'Auxerre bien entendu ils sont pratiquement tous derrière. Vous avez vu c'était Ferreri qui a dégagé ce ballon. Amoros change bien là-bas sur la droite. Pour Bijota, bon départ, le colis est pris à contre-pied. Gingini, il était sur son mauvais pied, dommage pour lui, tant mieux pour Auxerre. Mais à cet instant de la partie, évidemment, on sait que le match est joué. Le colis dégage le plus loin possible pour gagner quelques précieuses secondes. Nous sommes à quelques minutes de la fin. Simon, mauvaise relance, et là c'est un miracle. L'Anthier. Très bien pour Zarmak. Ettori qui est contré, on croit au but une première fois, une deuxième, et non, il y a toujours Puel, mais enfin cela ne changera pas grand chose, cela n'aura pas de conséquences. Monaco ne reviendra jamais à la marque, et vraiment un très bon résultat d'Auxerre qui indiscutablement sur ce qu'il nous a montré hier soir au Stade Louis II mérite sa première place au classement. Il y a des individualités, il y a une très grande solidarité et puis aussi un fond de jeu dans cette équipe. Ettori l'a bien compris et il sait depuis longtemps, il le savait peut-être même à la mi-temps que ce n'était pas le soir de Monaco et que cette équipe d'Auxerre était vraiment bien difficile à piéger. Après avoir gagné à Lens qui était en plein boom 3-1, vous étiez d'ailleurs Bernard Renault, et bien remarquable résultat d'Auxerre 1-0. Toulouse-Bordeaux maintenant, le derby du Sud-Ouest et aussi le derby de la déception dans la mesure où Toulouse ne tient pas tout à fait le rôle d'outsider qu'il s'était promis de tenir. Et pour Bordeaux encore sous le choc de sa défaite face à Leipzig. Les Girondins apparemment vont être les premiers à se ressaisir. À la suite de cette action de Zégnier, Lacombe fait une remarquable ouverture pour Giresse qui trompe Bergerot. 1-0 pour Bordeaux. Vous allez revoir ce but superbement bien amené par Zégnier. Lacombe a bien fixé la défense et Giresse est le premier sur le ballon. Il arrive avant Bergerot et trompe donc le gardien toulousain. 1-0 pour Bordeaux. Toulouse va se créer deux occasions dans les minutes suivantes. La première par Favre, ici, qui réussit à centrer, tête de Sassus, reprise de Soler, mais finalement Rohr écarte le danger. Bordeaux s'en sort bien, surtout si l'on tient compte que les Girondins jouent tout de même sans Baptiston, sans Tussaud et sans Touvenel, soit trois défenseurs. La deuxième occasion sur ce coup franc, regardez bien, il est tiré par Favre, Delaché arrête la balle, mais finalement la relâche. On a l'impression à ce moment-là que la balle est rentrée dans les buts. Vous revoyez ce tir au ralenti et finalement donc l'arrêt de Delaché, je ne pense pas qu'elle était rentrée, mais cela aurait pu être très douloureux pour les Girondins. 25e minute maintenant, une balle mise en corner par Lopez qui reste un petit peu groggy sur le coup. Regardez bien maintenant ce corner tiré par Zégnier. C'est un festival de Giresse. Et oui, il évite Durand et finalement trompe Bergerot en souplesse. Un but extraordinaire, regardez bien. Il a contrôlé la balle une première fois, réussi à la récupérer devant 4 Toulousains. Il évite Durand et il trompe Bergerot. C'est son 8e but en championnat. 2-0 à ce moment-là, ça baigne pour Giresse, comme l'on dit. En revanche, pour Bernard Lecombe, lui, eh bien, il baigne dans le sang. Il a reçu un coup de coude. Cela va d'ailleurs permettre la rentrée de Dieter Müller, qui effectue donc ses débuts dans le championnat 83-84. Toulouse va tout de même essayer de revenir à la marque avant la mi-temps, dans les dernières secondes, à la suite de cette action, avec encore Favre qui réussit un petit centre, tête de Soler, reprise de Sassus, mais au-dessus. Et à la mi-temps, donc, le score est de 2-0 pour les visiteurs. Les visiteurs, bien sûr, ce sont les Girondins. La deuxième période est un petit peu soporifique. Il se passe pratiquement rien pendant 35 minutes. 80e minute, donc maintenant, une tête et une remarquable talonnade de Guy Lacombe et un but du Suisse Lucien Favre. 2-1, une explication ensuite dans les buts entre Domenech et Lopez. Parce qu'à ce moment-là, bien sûr, Toulouse y croit encore. Vous revoyez la superbe talonnade de l'autre Lacombe, Guy, et le but de Favre, malgré la tête essayée par Trésor. Tout reste possible donc à ce moment-là. Les Toulousains font bien sûr le forcing. Ils vont essayer encore de marquer, notamment sur cette tête de Favre. Mais Delaché s'en sort à bon compte. 83e minute maintenant, la balle est sur le côté droit pour le petit Martinez. Il échoue une première fois sur des planches.
Pas grave, il essaye une deuxième fois, il réussit un petit pont, il s'avance et qui l'a vu aux 16 mètres? Eh bien, Giresse, regardez bien la suite, une reprise superbe, on l'imagine. Elle a touché le montant, 3-1, c'est le 9e but d'Alain Giresse qui est maintenant le meilleur buteur du championnat avec Beltramini. Toulouse va tout de même avoir le mérite de ne pas baisser les bras. Les Toulousains vont essayer de revenir à la marque dans les dernières minutes, notamment sur cette action. Domergue qui est rentré laisse pour Solaire, un tir de Solaire un petit peu raté, tête de Sassous qui trompe presque de lâcher, mais finalement donc de lâcher là bien réussi son arrêt. Là il ne va pas le réussir sur cette tête de Durand, mais ce n'est pas trop grave dans la mesure où le but a été refusé par monsieur Benali pour hors-jeu. 3-1 donc pour le football club de Giresse. Laval-Rennes maintenant, les deux villes ne sont distantes que de 70 km et ce derby avait attiré près de 17 000 spectateurs au stade Francis Lebasser. Pour les Lavallois, 3 jours après l'exploit de Kiev, il s'agissait avant tout de bien jouer pour confirmer et pour faire plaisir au public. Par contre, pour Rennes, il fallait d'abord ne pas perdre. Les Rennais mal classés ont déjà un besoin urgent de points et pourtant, ils vont prendre un bien mauvais départ. On joue ici depuis 3 minutes à peine. Souto, sur le côté droit, donne à Rabier. Un centre de Rabier, Sémé après avoir plus ou moins raté son contrôle, récupère le ballon. En force, il s'infiltre. Un tir, Yard n'est pas irréprochable et c'est Rabier qui marque le premier but pour Laval. 1-0 donc pour les Lavallois après 3 minutes de jeu. On revoit ce but, l'action de Sémé. La faute de Yard et c'est bien Jean-Paul Rabier, le milieu de terrain de Laval qui marque. Mais Rennes a failli ne pas être mené au score longtemps sur l'engagement. Charrier s'échappe, la défense de Laval, pas très attentive, n'est pas encore replacée. Et finalement, Charrier manque d'un rien d'égaliser. En première mi-temps, Rennes domine. Les Lavallois subissent le contre-coup des efforts déployés en URSS, mais les actions rennaises manquent de tranchant. Ici, ce centre de Stopira destiné à Morin n'inquiète pas Godard. En fait, l'efficacité, eh bien, elle est du côté de Laval. 40e minute de jeu ici. Loïc Perrard, l'arrière droit de Laval, effectue une bonne montée, il efface tout le monde. Un centre qui ne semble pas dangereux a priori et pourtant Sémé encore lui remet en retrait et c'est Goudet qui marque le deuxième but pour Laval. On revoit le centre de Perrard, c'est très intelligemment fait de la part de Sémé. 2 occasions véritables, 2 buts pour Laval, c'est du 100% de réussite et 2-0 donc à la mi-temps. Nous sommes maintenant en deuxième période avec un coup franc ici de Charrier, mais pas de problème pour Godard. Le match n'est pas d'une grande qualité, les Rennais dont le jeu collectif n'a vraiment pas été le point fort hier soir continuent de dominer, mais sans se montrer très dangereux. Dommage ici cependant pour Horstmann, dont la reprise de volée était bien partie, mais elle a été contrée au dernier moment. Et ce sont les Lavallois qui, sur des contres, vont encore se montrer les plus menaçants, comme ici, mais cette fois, Yard fait bonne garde. Côté Lavallois, Buig et Guillemet sont rentrés en cours de jeu, et quand il entre, Guillemet, le voici, eh bien il a du punch, une bonne transversale, et après un relais avec l'Allemand Klaus Jan, qui ici c'est Buig qui échoue sur Yard. Et ici, alors qu'il ne reste que 2 minutes à jouer, c'est sur la transversale de Godard que le centre-tir de Morin échoue. Tranquille, Godard qui va se signaler une dernière fois sur ce coup franc. Finalement, Laval bat Rennes par 2-0 pour Laval. Tout va bien pour Rennes, ça va mal. On est très déçus, on pensait faire peut-être un petit match nul et puis je vois que ce soir on a touché le fond. Je crois que c'est difficile de faire plus mal. Et Beltramini vont bien, merci. Hier soir, Rouen et son buteur maison ont encore frappé. 13e minute, pénalty indiscutable. Un pénalty que Jean-François Beltramini va se faire une joie de transformer. Voilà, c'est fait. Mais 12 minutes plus tard, le Danois Nielsen va égaliser. Regardez. Un joli tir. 41e minute, après un bon quart d'heure de stérilité de la part des Normands, Beltramini va redonner l'avantage à Rouen après ce coup franc. 2-1, ce sera le score à la mi-temps. Un score qui semble alors satisfaire les Normands, mais mal leur en prend, car à la 65e minute, après un remarquable travail de Nielsen, encore lui, Gemrich va égaliser de la tête et marquer ainsi son 100e but en championnat. 2-2, ce sera le score final.
Après sa sévère défaite en Coupe d'Europe, on attendait les Nantais au tournant. Des Nantais qui, en dépit des absences de Baron Kelly et de Loïc Amis, blessés, alignaient malgré tout une équipe offensive. Il faudra quand même attendre la 60e minute pour voir les Nantais marquer sur ce coup franc. C'est Maurice qui le tire. Maurice est entré en cours de jeu, ainsi qu'Ali Lodzik. Et regardez qui va marquer le but. Et voilà, c'est Ali Lodzik. Un but qui fait bien les affaires de Nantes. Les résultats maintenant, vous l'avez vu, Auxerre a battu Monaco 1-0, Bordeaux a battu Toulouse 3-1, Nantes bat Bastia 1-0, Rouen et Strasbourg nul 2 partout, Laval-Barennes 2-0, le PSG bat Saint-Etienne 3-2, c'est dur pour Saint-Etienne, Lens bat Lille 4-2, réveil de l'attaque lensoise, Metz bat Sochaux 3-1, Brest et Nancy nul 1.